déserter son pays natal, après l'espoir et l'ONU. Le moral en ruine rebâtit un avenir sur une terre inconnue. Quand on change de ville ou de pays, notre premier réflexe est de trouver un toit. Les premiers instants, on va dire, quand on descendait de l'avion, il y avait une amie à ma mère qui était venue nous chercher, qui, elle, habitait en France et qu'on connaissait depuis la Syrie parce que c'est une Syrienne. Et quand on l'a vue, je pense que personnellement, ça m'a rassurée. Je me suis dit qu'on connaît quelqu'un. Quand on est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, un fonctionnaire de l'État français nous a accueillis. Il nous a ramenés à Créteil, dans un foyer pour réfugiés. Et puis on a été au foyer, du coup on devait aller passer des semaines là-bas. Et là, je me rappelle que c'était... C'était le choc. C'était, je sais pas, il y avait un vide, c'était trop silencieux. Le sentiment, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, c'est un sentiment tellement particulier de se sentir... Je sais pas ce que c'est. Se sentir seul. Oui, c'était vraiment horrible dans ce foyer, vraiment. Et puis, on a rencontré des Syriens, donc ça allait un peu mieux. Moi, je me rappelle que de mauvais souvenirs dans le foyer. On est resté environ 20 jours à Créteil. On est parti à Forbach. On était au CADA de Forbach. En attendant de finir les démarches auprès de l'OFPRA et d'autres administrations, et puis on a aménagé donc au CADA à Forbach. Et là-bas, au début, ça se passait un peu... Enfin, c'était pas horrible, mais quand on a commencé à aller à l'école, c'était un peu moins heureux, on va dire, parce que Forbach, c'est un village où il n'y a vraiment pas beaucoup de réfugiés. Donc, c'était en plus au début, en 2014, là où les réfugiés syriens commençaient à arriver. Donc, on était les seuls Syriens, je crois, du foyer, on va dire. Et c'était très bizarre à l'école parce que on était au collège. Au collège, les enfants, ils sont encore petits, ils ne comprennent pas ce que c'est. Personne ne faisait l'effort vraiment de venir vers nous. Donc, et nous, on ne peut pas du coup aller vers les gens, on ne sait pas parler. Et puis, vraiment, au collège, genre, je me sentais tellement seule la première année que j'ai passée en France, mais vraiment tellement seule. C'était vraiment la pire année. Nous sommes arrivés en France en plein été, au mois de juillet. Nous avions des vêtements d'été. Et on a trouvé le climat de l'hiver. Il faisait froid. On n'avait pas assez d'habits. Quand je suis descendu du train, il y avait une personne âgée qui regardait mes enfants. J'étais angoissé, stressé. J'étais perdu. Je ne connaissais rien sur la société française. Peut-être que j'avais des préjugés. L'idée que j'avais sur cette société, c'est que c'était une société différente de la nôtre. Cette personne regardait mes enfants avec insistance. On est descendu dans une gare pour changer de train. Cette personne est venue vers nous, a enlevé sa veste, il l'a donnée à...
Il a donné sa veste à Aymar, ma fille. Il lui a dit de se couvrir. Il nous a demandé où on allait. On devait attendre notre train 1h30. Après 1h15, la même personne est revenue avec des chocolats, des biscuits. Il les a donnés aux enfants. Il est allé à l'accueil demander des informations concernant notre voyage, les arrêts, etc. Il voulait nous informer. On a pris le train pour Forbach. Avant de prendre le train, Aymar a enlevé la veste pour la rendre à ce monsieur. Il lui a dit « Garde-la ». Cette veste, je la garde jusqu'à maintenant. Ça fait maintenant 5 ans. Ce geste-là m'a fait chaud au cœur et un sentiment de sécurité. Et c'était un geste fort de générosité. On est arrivé à Forbach. Il y avait des amis qui nous attendaient. Wijdan, Irfan, leur fille et Abdelrazak. À Forbach, on était stressés. Mais ce que les amis nous avaient préparé et qu'on ne connaissait pas avant, c'était une ambiance chaleureuse, sécurisante, réconfortante, avec une générosité. On a senti qu'on était chez nous et parmi les nôtres. Aymar portait toujours son violon et il jouait avec. Il s'est retrouvé avec les 2 filles de Wijdan et Irfan. Il y avait aussi une autre personne française avec Abdelrazak dont j'ai oublié le nom. C'est une personne formidable. Il s'est mis à notre disposition avec sa voiture. Il nous a fait visiter pour nous faire changer d'air. 4 jours étaient suffisants pour avoir un sentiment de stabilité psychologique. Après 4 jours, on a appris qu'on devait aller à Lyon parce que l'adresse donnée au départ était à Lyon. C'était une étape intéressante et exceptionnelle qui a changé tous mes a priori sur la société française. Je pense. Jusqu'à venir à Metz, où là, c'était beaucoup mieux au collège à Metz. On parlait mieux. Bah oui, on avait déjà un peu appris à parler français. Et puis, cette fois, il y avait des Syriens. Il y avait plus de réfugiés. Et dans notre collège, il y avait comme une sorte de mise en place qui accueille les élèves réfugiés. Donc, il y avait des cours de français, même si nous, on n'a pas été assez courts. On n'a pas eu du tout de cours de français. Oui. Alors que normalement, les élèves qui ne parlent pas français, on les met dans des cours pour parler le français avant d'aller dans un cours normal. Et du coup, nous, on a été vraiment à Forbach, on a été tout de suite dans un cours normal avec des élèves français où on comprenait absolument rien. Et je pense que c'est pour ça que c'était aussi dur que ça. Une fois installé, il faut subvenir à ses besoins, donc avoir un métier. Et pour cela, il faut maîtriser la langue et avoir un diplôme. La première chose auquel j'ai pensé, ou mes soucis à l'époque, c'était comment aller chercher du travail tout en sachant que je ne maîtrise pas la langue française.
Ma deuxième langue à l'école en Syrie, c'était l'anglais. Donc il fallait à tout prix que j'apprenne à m'exprimer pour que je puisse aller chercher du travail. Bien que j'étais monsieur l'architecte, monsieur le jeune architecte dans mon pays, je suis arrivé ici, j'ai fait du plonge. Je travaillais pompiste dans une station-service. J'ai fait tous les petits boulots, ce qu'on appelle, et j'avais aucun problème parce que, je ne sais pas si c'est culturel ou personnel, oui, j'ai besoin de personne pour m'aider. Bien sûr, en arrivant en France, on avait le problème de la langue. Mais ce n'était pas un grand obstacle, parce que chez nous, en Syrie, le français était étudié comme langue étrangère à partir du collège. Du coup, j'avais des notions sur cette langue, mais je ne l'ai pas pratiquée depuis des années. J'ai pris contact avec Pôle emploi pour chercher un travail qui n'exige pas la maîtrise de la langue. Même en Syrie, à cause de ma position politique différente de celle du régime en place, je n'ai jamais travaillé avec mon diplôme. Sachant que je suis diplômé de sciences politiques, option gestion et économie, j'ai eu mon diplôme en 1984. Et j'ai travaillé seulement en 2004 dans ma branche. Durant ces années, j'ai travaillé dans différents secteurs, surtout dans le bâtiment, comme coffreur. J'ai décidé de travailler dans ce secteur que je connais le plus. Sauf qu'à Pôle emploi, ce genre de travail demande un diplôme. J'ai donc demandé une formation coffreur-bancheur. C'était un peu difficile à cause de la langue. J'ai réussi à finir la formation et j'ai enchaîné des missions d'intérim. Je crois que mon âge ne me permet pas d'avoir de CDI. J'ai fait que des missions intérimaires pendant 2 ans. J'ai eu l'occasion de travailler dans un restaurant par le biais d'un ami français. C'était mieux que de rester sans rien faire. Je travaille dans un restaurant depuis le mois d'avril avec un CDI. Je suis fier de ce que j'ai fait. Je peux avoir le courage de dire que j'ai bien réussi ma vie, c'est vrai. Mais de l'autre côté, je dis, bon, ça n'a été pas gratuit. J'étais aidé par la société, parce qu'on est dans une société qui respecte les droits de l'homme. Qu'on peut dire ce qu'on pense, sans crainte, sans peur. Quand on se lève le matin, quand on a la bonne attention, on peut toujours réussir, on peut toujours arriver. Difficilement, mais c'est pas impossible. Je n'ai pas pu travailler dans le domaine de ma formation initiale. Et je rêve de travailler en tant qu'enseignante en France. Mais je suis très consciente que c'est très difficile. Pour cela, je dois avoir un niveau très élevé en français, ce qui demande de très nombreuses années. Pour rester proche du domaine éducatif que je maîtrise et du domaine de l'écriture, j'ai travaillé à l'accueil famille à Borny. J'ai monté 3 ateliers. Un atelier d'écriture qu'on a nommé Effet Papillon. J'ai réalisé une exposition avec des profils d'immigrés du quartier. J'ai monté un atelier féminité.
C'est un accueil de 2 heures par semaine pour des femmes du quartier. Nous parlons de ce qui nous intéresse en tant que femmes, notre situation de femmes. Nous parlons des droits des femmes, de la violence faite aux femmes. Avant, on a parlé de langue et de diplôme, ce qui nous ramène à l'enseignement. Déjà, la grande différence entre l'école en Syrie et en France, c'est quand même la journée. Ici en France, le premier jour où on a été, c'était vraiment très long, alors qu'en Syrie, la journée d'école, elle se finissait à 14 heures maximum. Moi, ce qui m'a plutôt choquée, c'est pas du tout l'horaire ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment nulle part dans les écoles en France, ou le lycée ou les écoles, on voit nulle part la photo par exemple, du président, par exemple. On la voit partout en Syrie, à l'école, partout. On fait tout le temps, le matin, on est en Syrie, on est dans la cour, tassés comme ça, des élèves qui chantent l'hymne national en faisant je sais pas quoi, en mettant les mains, voilà. Et puis aussi, genre, ils nous lisaient le discours du président. Parce que c'est notre protecteur, c'est le père de tous les enfants syriens. Et donc, de venir en France et ne voir aucun des trucs là, ça m'a un peu... J'ai fait, ok, d'accord, ça existe. On avait remarqué au début quand on était venu en France, c'est que, par exemple, les maths ou les langues, surtout l'anglais, sont très faciles ici en France. Et nous, du coup, ma maman, elle était professeure d'anglais, donc on a l'habitude de parler bien anglais depuis petite. Et en Syrie, le niveau d'anglais est pas mal. Oui, on est venu ici, on était là. Pourquoi en 6e, est-ce qu'on fait des choses qu'on a nous fait en, je sais pas, en CE1 par exemple. Donc ça, et les maths aussi. Au début, on trouvait les maths faciles, au collège. Bon, après, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Nous, les Syriens, sommes actuellement 7 millions de réfugiés dans le monde. Les familles sont divisées entre la France, l'Allemagne, la Suisse et la Belgique. Je connais une famille dont le père et la mère sont à Metz, le frère et la sœur en Allemagne et le 3e frère en Suède. Leurs enfants vont forcément parler des langues différentes. Il faut conserver notre langue, car elle fait partie de notre identité. Je dis cela sans être fanatique. Je suis pour une identité humaine. Mais au final, ma patrie, ma mémoire, les miens, je ne peux pas dire que je n'appartiens pas à tout cela. Quand je parle en arabe, je me sens heureuse. J'aime bien écrire dans cette langue et je continuerai de l'aimer et de l'écrire. Cette langue n'est pas associée au terrorisme, comme le croient certaines personnes. C'est une très belle langue, une langue de la poésie. Une langue qui ne s'arrête pas, Alhamdoulilah, Salam alaikum et Inch'Allah. Tout le monde maîtrise ces expressions et tout le monde les utilise. Mais la langue arabe, c'est surtout Abu Tamam, Boutouri Antara, Kansa, et une longue et belle histoire de lettres et de la poésie. Il faut dire au monde qu'avec cette langue, nous avons contribué à l'avancée de l'humanité. Au Moyen Âge, nous avons inventé l'algèbre, la géométrie et beaucoup de sciences. Après avoir passé un moment sur le sol français, maintenant on peut parler d'intégration. En France, nous avons eu une seule difficulté, la langue. Personnellement et au niveau de notre petite famille, je crois que nous sommes en avance, même par rapport à l'égalité homme-femme. La liberté d'expression, le respect de la vie de l'autre, nous avons pratiqué tout cela depuis la Syrie. Mes filles étaient dans une chorale en Syrie. Elles ont participé à plusieurs activités artistiques. Nous étions encore en Syrie.
Nous ne faisons pas de différence entre hommes et femmes. Tout cela ne concerne pas tous les Syriens. Mais pour nous, en Syrie, c'était comme ça. Il faut s'intégrer. Qu'est-ce que ça veut dire s'intégrer? Comprendre la société auquel vous êtes arrivé, comprendre les codes, apprendre la langue, bien parler, communiquer avec les gens, obtenir une certaine expérience, si je ne parle pas d'études, au moins une certaine expérience professionnelle. Il faut être quelqu'un d'utile. Donc, avant de venir, les valeurs de la société ne nous étaient pas étrangères. Nous n'avions que la barrière de la langue. Nous n'avons pas été confrontés à notre niveau personnel et familial aux problèmes de racisme. C'est rare de trouver un Syrien qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Tout simplement car nous étudions ça à l'école. En plus, le fait de s'intéresser à la culture, nous connaissons la Commune de Paris et beaucoup de choses sur la Révolution française. Montesquieu, Robespierre, Jean-Jacques Rousseau. Tous ceux qui ont entraîné la Révolution française. Je peux dire que je commence à aimer ce pays, la France. Je ne suis plus la touriste fascinée par la belle verdure et les montagnes. Je commence à sortir de cet état et je rentre dans le rôle d'une personne d'ici. Ça a commencé par le travail. Ce qui me permet de contribuer à quelque chose ici. Mis à part la main-d'œuvre, que peut nous rapporter ces réfugiés artistiquement et culturellement? J'ai étudié les beaux-arts, option peinture à l'huile et sculpture. Après, comme je l'ai dit, j'ai été arrêté par le régime Hafid al-Assad dans les années 80. J'ai été mis dans une prison où il n'y avait pas de crayon de couleur, ni de matériel de peinture. J'ai été obligé de dessiner avec une barre de fer que je chauffais sur le feu. Et je prenais les caisses de légumes comme tableau. Pendant 7 ans, j'ai dessiné des centaines de tableaux. Quand je suis sorti de la prison en 1994, j'ai ouvert un atelier et j'ai commencé à développer la pyrogravure. J'ai inventé d'autres techniques, le chalumeau et l'air chaud. Actuellement en France, je donne des cours dans les écoles et les centres culturels. Et je vais commencer à donner des cours à la Maison des Beaux-Arts. J'ai fait plusieurs expositions individuelles et collectives en Lorraine, à Saint-Avold, avec mon ami Abdelrazak El-Meloui, à Paris, à Lyon. Et je prépare une exposition collective à Saarbrück, en Allemagne. J'attends la confirmation d'une exposition en Australie. J'ai aussi une invitation à New York l'année prochaine.
Il y a un grand centre culturel à Lyon qui expose mes œuvres jusqu'à la fin de l'année. En plus de mes travaux avec les enfants, sachant que je travaille avec ce type de public depuis 22 ans, il y a même des écoles à Lyon qui souhaiteraient intégrer la matière pyrogravure. Nos parents, ils ont toujours voulu nous lancer, on va dire, dans des domaines artistiques. Du coup, je me rappelle que mon père, il nous faisait toujours regarder des pièces de théâtre. Moi, j'ai fait du solfège quand j'étais toute petite. On a fait du chant ensemble pendant plusieurs années en Syrie. Et quand on est venu ici, il y avait au collège des ateliers dans notre collège ici à Metz. Des ateliers, il y avait un atelier orchestre, un atelier de chorale. Et donc, on a participé. Quand on m'a dit qu'il y avait une chorale, c'était la première fois que je chantais vraiment en arabe depuis la Syrie. Aller du coup revoir Tours, revoir nos familles, revoir en fait tous les endroits qu'on a connus là-bas. En vacances par exemple, voilà. Oui, voilà, mais je sais pas si ça serait compliqué d'aller. Ça serait compliqué d'aller revivre en Syrie pour de bon. Donc vraiment rester et ne plus vivre en France. Après, peut-être pas juste vivre en France, peut-être aussi aller quelque part d'autre, en Europe ou même dans le monde pour faire nos études ou quelque chose comme ça. Mais retourner en Syrie, même si la dictature est finie, c'est quand même compliqué. Après, moi, j'aimerais bien retourner pour... comment dire, ça paraît très... je sais pas, mais peut-être pour essayer de faire progresser, on va dire, les pays, leur apprendre des nouvelles choses qu'on a appris ici aux personnes, des nouvelles, je sais pas, leur faire découvrir des choses, etc. Ça, j'aimerais bien. Mais aller vivre là-bas, non, je pense pas. Je pense toujours à la Syrie. Mon cœur est là-bas. La Syrie est ma patrie. Si j'y retourne, c'est pour y apporter quelque chose. Ce qui n'est pas possible avec le régime en place. C'est après la fin de la guerre et la mise en place de la démocratie. Dans un pays qui nous accepte tous en tant que citoyens, dans un régime où la loi est respectée. Par exemple, si j'apporte mes compétences et mes expériences, ils me respectent, ils ne me mettent pas en prison. Dans ces conditions, je retournerai en Syrie. En même temps, je ne veux pas perdre la France. La France est devenue pour moi le pays où j'ai des amis, un foyer. En Syrie, je n'ai plus de logement. Même avant de venir ici, j'étais déplacée en Syrie. Je n'avais pas de foyer. Aussi, ce ne sera pas facile pour mes filles de retourner en Syrie et d'y faire leurs études. Elles seront obligées de recommencer à zéro. Je vis en France, mais mon cœur est en Syrie. Je suis engagée pour la cause de mon pays, comme je l'ai toujours été. Engagée pour les droits des peuples qui souffrent, comme le Rwanda, le Congo et d'autres. Tout ce qui est humain me rend heureux. Et je ne supporte pas tout ce qui est inhumain. أعتقد ليس في مصر فقط في كل يمكن كل العالم أتمنى لو
J'espère que le phénomène des sans-abri disparaîtra. Parce qu'il y a sûrement une solution. Nous sommes des êtres humains et le soleil brille sur nous tous, peu importe où on est. Il y a un moment, notre voisine d'atelier a déménagé. Il nous a dit qu'elle était triste de ne plus nous voir. Je lui ai répondu en arabe, il n'a pas compris. Je lui ai dit, je te verrai tous les jours. Il m'a demandé comment. Je lui ai dit, tous les jours, quand le soleil brillera, tu nous verras ensemble, même si nous sommes à deux endroits différents sur cette terre. Nous sommes des êtres humains. Nous vivons avec nos frères, les animaux, sous ce soleil, sous ce même ciel. Merci à cet oxygène et merci à cet univers.